chers consoeurs, chers confrères, Madame l'ambassadrice du Brésil, représentant l'ambassadeur du Brésil qui a eu un empêchement, Madame l'ambassadeur, chers invités, je suis heureux de vous saluer et d'ouvrir avec vous la séance que nous tenons aujourd'hui à l'initiative du président Ekardi Saint-Paul pour la présentation de deux ouvrages concernant les Comores et l'océan Indien par Madame Saïd Omar Hilali, ancien ambassadeur des Comores et politologue. Nous nous réjouissons, Madame l'ambassadeur, de vous accueillir et d'entendre votre réflexion sur des sujets d'actualité qui touchent une région à laquelle l'Académie des sciences d'outre-mer a toujours porté une attention particulière. Plus que jamais, notre compagnie, désormais, vous le savez, tournée vers le monde entier, est à l'écoute des mouvements qui font l'histoire et qui, loin de se limiter à une région, intéressent directement ou indirectement des espaces plus larges. À l'Académie des sciences d'outre-mer, nous cherchons toujours à savoir et à comprendre. Et nous avons toujours à l'esprit les autres termes de notre devise, respecter et aimer dans nos échanges avec le monde. Votre témoignage, Madame l'ambassadeur, aujourd'hui, nous est précieux. Je vais maintenant demander au président Marc Ekardi de Saint-Paul de présenter notre éminente invitée. Merci, Monsieur le Président. Nous avons cet après-midi le privilège de recevoir Madame l'ambassadeur Saïd Omar Hilali, comme l'a souligné le Président, ancienne représentante des Comores à l'UNESCO. La directrice de cabinet du secrétaire perpétuel a inclus dans l'invitation tout ce que vous devez savoir. Donc, je continue à faire comme si vous n'étiez pas au courant et je vais vous présenter brièvement Madame l'ambassadeur. Ce qui est important de retenir dans la carrière de Madame l'ambassadeur, en dehors de son cursus universitaire diversifié, puisque à l'époque on était tous biberonnés à la pluridisciplinarité dans les universités, donc droit, sciences sociales, langues zo, shéam. Ce sont ses origines familiales qui sont importantes puisqu'elle descend d'une longue lignée de sultans qui ont beaucoup compté dans l'histoire des Comores. De surcroît, elle est l'épouse de Saïd Hilali, qui est ici présent, économiste. C'est toujours réducteur de mettre des qualificatifs, mais économiste, entrepreneur, homme politique influent et discret, dit-on, que certains ont qualifié de faiseur de roi. D'autre part, la population des Comores, qui est de l'ordre de 800 et quelques mille habitants, est si réduite que là-bas, tout le monde, ou presque, sait ce que représente cette illustre parenté. Notre invité d'aujourd'hui avait donc toutes les qualités pour mener ses multiples carrières, la première dans le domaine associatif, puis à partir de 1997, celle de diplomate, notamment à l'UNESCO, et enfin celle d'auteur. Madame Saïd Omar Hilali a su tirer profit de sa parfaite connaissance de son peuple, des arcanes du pouvoir et de ses études supérieures éclectiques pour analyser son pays, tant au plan intérieur qu'extérieur. Avant de lui céder la parole, je voudrais simplement ajouter une note personnelle que j'ai trouvé ces ouvrages passionnants car ils sont pluridisciplinaires, font appel à l'histoire, à la sociologie politique et aux relations internationales. À cela, il convient d'ajouter qu'une multitude d'anecdotes inédites nous sont rapportées ici, ce qui accroît encore plus l'intérêt de ces deux publications. Madame l'ambassadeur, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas préparé de papier précisément dit parce que j'attends d'échanger avec la salle. Messieurs, Mesdames, je vous salue et je vous remercie de votre présence. Mais avant tout, je remercie Monsieur le Président Minti de m'avoir accueilli ici et à Monsieur le Président Ekardi de votre invitation et surtout la présentation que vous avez faite tous les deux
travail, parce que c'est plus ce que je présente qui nous ramène ici. Alors, je vais commencer par l'histoire des Comores, parce que c'est cette histoire qui nous rapproche entre les deux livres, c'est l'histoire de l'approche entre la France et les Comores, qui n'a jamais été comprise. Et pourtant, c'est une belle histoire qu'on doit pouvoir servir et pour mieux nous comprendre. J'arrive à, c'est vrai, l'histoire, un peu de relations diplomatiques, beaucoup d'anecdotes de ce que j'ai vécu, parce que tout cela fait l'histoire, la rencontre de deux cultures, de deux nations, que j'ai retracé dans un premier livre que j'ai appelé Les complots aux Comores. Alors on m'a reproché d'avoir dit les complots aux Comores. On m'a dit qu'il fallait dire une stratégie politique au cœur de l'océan Indien. Ça aurait été passé. Et je crois qu'il y a certains libraires qui ont préféré mettre en avant la stratégie politique au cœur de l'océan Indien et en sous-titre les complots aux Comores. Mais l'un et l'autre, ça va très bien ensemble. J'ai rencontré un monsieur ici qui m'a rappelé l'histoire aventurière de Bob Denard, commence les complots. Mais aussi, il y avait avant l'histoire des Comores, parce que quand il m'a parlé de l'aventure, moi tout de suite j'ai pensé à un autre, bien avant Bob Denard. Le premier aventurier qui est arrivé aux Comores, il s'appelait Léon Humblot. Et celui-là, il a détrôné un roi, il l'a envoyé en exil. Et de là, la division entre les Comoriens et les Français. Mais aussi parce que les Comores étaient déjà divisés à l'époque. Et ça, on oublie. C'est pour ça que dans les 60 premières pages de mes livres, je fais toujours des rappels historiques pour qu'on sache que les Comores existaient avant 1815. 1815, c'était on cherchait l'histoire entre la Réunion et Maurice, qui passait d'une main à l'autre, entre la division entre les Français et l'opposition plutôt, entre les Français et les Anglais. Mais les Comores aussi subissaient aussi ce qui se passait dans la région. Madagascar était à côté. Il y avait l'influence britannique, anglaise à Madagascar. Et les Comores, dans tout ça, les Comores, il fallait suivre le mouvement parce qu'ils sont tout petits. Et comme disait le sultan Saïd Ali, à la sauce anglaise, hollandaise ou allemande, laissez-moi au moins faire semblant de choisir. Et de loin, je préfère la française. Et lui, il a aimé la France. Il a été envoyé en exil, celui-là. Mais ce sont des bons Français qui l'ont défendu. Ils ont dit non, mon petit sultan, tu ne vas pas rester là. Il faut nous défendre. Il a été défendu par la France. Il est venu ici et il a abdiqué. Parce qu'il fallait que la France puisse annexer les Comores. Ce n'est pas seulement l'histoire de 1843. Je reviens par rapport à une petite anecdote. Quand j'ai écrit ces deux livres, on me dit « Oh, les Comores, c'est encore l'histoire de Mayotte que va nous ramener. » Monsieur Ecardi, dans une note, il a rappelé que je n'ai pas touché Mayotte. Oui, je n'ai pas touché Mayotte, parce que l'histoire des Comores et de la France n'a pas commencé avec Mayotte. Elle a commencé bien avant. Mayotte, c'est un accident qui s'est passé, parce que c'est pas beau ce qui s'est passé en 1943. Et ça, on le verra plus tard. Et dans un autre livre à venir, et pour lequel je travaille avec l'ami de Monsieur le Président, qui est Gaston Le Poder, un ancien ambassadeur de France aux Comores, qui a été là à une période charnière des Comores, mais aussi de l'histoire. C'est le dernier représentant de Jacques Chirac aux Comores. J'arrive au complot, donc oui, les complots, mais Mayotte est exclue complètement. Et cela me ramène aussi à une autre anecdote. Je me souviens quand un ambassadeur de France à l'UNESCO m'a dit « Les Comores, c'était pour... » Je voulais organiser la conférence de la paix pour l'océan Indien. Aujourd'hui, on parle encore de paix. Et il me dit « Les Comores, si on en... » Mais c'est pour vous donner un podium pour encore salir la France. Je dis non, c'est pas l'objet. Regardez-moi bien, ici on parle culture. Et cette culture-là, moi je veux la développer, tracer la ligne. Et c'est ce que j'ai fait ici en expliquant, en faisant chaque fois la division
entre la séparation, pour bien parler français, entre ceux qui sont profiter des situations et des faiblesses des uns et ceux qui étaient droits pour défendre. Parce qu'on ne peut pas défendre les Comores en salissant une grande puissance. On ne peut pas défendre une puissance dans la région, ce qu'elle fait, en se servant des gens qui ne connaissent pas la hauteur et la dimension de la France, tout simplement. Et donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi, ce qui s'est passé à cette période, parce que là, je retrace la période historique, je retrace la période post-indépendance, mais ce que les gens oublient trop souvent, un pays ne peut pas être indépendant si le pays ne demande pas l'indépendance. L'indépendance n'est pas venue, la demande de l'indépendance n'est pas venue de l'intérieur, elle est venue de l'extérieur, par des mouvements qui étaient à l'extérieur. C'était une vision de la Tanzanie de l'époque. La Tanzanie avait réussi son coup la Tanganyika, de Nyerere, en s'associant à Zanzibar par la révolution de 64. Et il s'est dit, ça y est, on a obtenu, donc on va s'étendre sur les Comores. Ils se sont servis d'éléments des éléments marxisants, ou parfois même qui ne comprenaient pas ce que voulait dire l'indépendance, parce qu'il y avait des aides des pays scandinaves qu'il fallait toucher en prouvant qu'il y a des mouvements de libération qui se déclarent. Et c'est sur cela que la confusion est née. J'arrive jusqu'à l'arrivée de Bob Denard, et je m'arrête en 95. 95, Chirac a donné un coup d'épée sur les aventures de Bob Denard en faisant débarquer l'armée française pour le faire partir et rétablir un certain ordre. Mais l'ordre... Et là, je me suis dit, mais Bob Denard n'est pas parti des Comores, mais il était en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il établissait un autre réseau pour servir d'autres enjeux. C'est vrai, je parle un peu du Rwanda, je parle un petit peu de l'Afrique du Sud, qui a été aussi une période où surcherchée. Mandela a joué un très grand rôle dans ce choix et la détermination de Chirac à mettre un terme sur cette aventure mercenariale aux Comores. Mais tout de suite est arrivé un autre mouvement, parce qu'on a élu un président qui avait les mains et les pieds liés avec les mercenaires. Et ce président-là, Mohamed Taki, a été présenté comme un président islamiste. Je l'ai eu à le présenter et dire non, il n'est pas du tout islamiste. C'est un musulman, oui, mais il n'est pas islamiste. Mais si, quelque part, sur le drapeau, il a frappé de Muhammad, Allah et Muhammad sur le drapeau national à côté des étoiles. Est apparu. Et on disait, mais attendez, vous voulez vivre du tourisme? Et le drapeau qui flotte sur l'hôtel touristique est frappé de Allah et Muhammad. Comment les touristes vont se comporter à la plage? Qu'est-ce que vous cherchez? Personne n'a jamais compris ce qu'on voulait, mais c'était la confusion qui est rentrée. Mais dans cette confusion, je me suis posé la question, mais c'est pas possible, parce qu'il y avait un jeune Comorien qui a été impliqué, même très impliqué, puisqu'il était le poseur de bombes des ambassades américaines en 98. Et je me suis dit, c'est pas possible. Comment les Comores sont arrivés là? Ce jeune homme qui était très occidentalisé quelque part, qui était très occidentalisé et qui est devenu du jour au lendemain poseur de bombes, artificier. Et là, je suis repartie en arrière dans les complots. Il y avait un homme que j'ai connu à l'UNESCO, que tout le monde a oublié. Il s'appelait Ismail Mohamed. Et cet homme-là il travaillait déjà avec les Iraniens, il travaillait avec le Soudan. Et dans ma jeunesse, j'étais assez jeune à l'époque,
étudiantes qui fréquentaient les bibliothèques, qui me disaient on va faire quelque chose, on pourra faire quelque chose. Et avec toi, personne ne soupçonnera. Mais j'ai compris ce qu'il voulait. C'était créer des banques islamiques aux Comores. Cet homme-là s'est approché du régime. Pourquoi il a été assassiné? Presque assassiné, parce que quand Bob Denard a débarqué, il a reçu une balle au dos. Et personne n'a jamais compris pourquoi. Je repars au Soudan, je me dis mince. Mais le Soudan était dirigé par Omar el-Bashir, mais il y avait Hassan al-Tourabi. Hassan al-Tourabi était le secrétaire général du mouvement islamique. Et Ismaïl était son ami, ils sont connus depuis la Sorbonne. Les amitiés estudiantines font beaucoup de choses. Ils sont connus là-bas et lui a créé le lien avec les Comores. Est arrivé le mouvement islamiste. J'arrive donc Taki au pouvoir, les islamistes s'implantent, on arrive à un mouvement de... Rassurez-vous, dans les 600 pages, il y a beaucoup de choses plus que ce que je fais. C'est juste des petites passerelles entre les deux livres pour comprendre que c'est la continuité. Et là, je me dis, c'est pas possible. L'égarement. L'égarement, pourquoi? C'est le 7e verset coranique. C'est la caverne. C'est... Même dans la Bible, on parle des égarés. Et là, ces égarés-là, ce sont les islamistes auxquels tout musulman croit défendre. Non. Les islamistes sont eschatologiques et les musulmans que j'essaie en essayant d'expliquer la différence des uns et des autres, comment évoluent les mouvements, comment sont les uns par rapport aux autres, en remontant parfois très loin. Parce que les chiites se disent descendants du prophète par Hussein, mais le sunnite, ma lignée du sultan, est descendant aussi de Al-Hussein. On est sunnite, donc non, il y a autre chose. Donc j'essaie d'expliquer tout ça pour nous sortir de cet égarement. Voilà. Merci Madame l'ambassadeur. Vous avez été très brève. Peut-être que vous voulez qu'on échange. Vous voulez que j'aille? Oui, donc c'est pour laisser la place aux discussions. Ou si vous voulez que je continue, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a des questions maintenant, on va les prendre. On verra. Vous pourrez développer un point au besoin. Absolument, Voilà. c'est ce que j'entends le faire. Première question. Mais du coup, moi j'ai une question. Ah, on va laisser. Pardon, j'ai pas vu. Non, je vous en prie. Oh, je vous en prie. Une première Ah, voilà. question pour aujourd'hui, Madame l'ambassadrice. Quel est l'état des lieux du mouvement islamiste au Congo? Alors, ça, je me suis arrêtée juste là, parce que le mouvement, les Comores sont sunnites d'obédience chaféite. Ça veut dire que c'est un islam très tolérante. Moi-même, j'ai fait mes classes à la mission catholique petite, j'ai grandi parmi les bonnes sœurs, il y avait le père Basile qui exerçait l'autorité, et donc les Comores c'est un peu ça. Il n'y a jamais eu de communautarisme. Et puis, arrivé à un moment, on dit, faut se voiler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce voile qui est apparu du jour au lendemain? Et surtout, il est venu très apparent à partir de 97, quand le président Taki a été élu islamiste. On a vu arriver, mais il y avait des petits mouvements qui existaient auparavant, depuis 87, quand un homme qui est devenu public et politique aujourd'hui, Ahmed Abdallah Sambi. C'est un homme qui était président à partir de 2006, qui est rentré de l'Iran. Il a commencé à prêcher un islam différent. On a vu sa famille se voiler, porter des gants, Et là, ça a commencé à titiller les gens. Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que le plus grand choc est arrivé parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Ils disaient, bon, c'est la mode,
C'est vrai que Dubaï aussi se développait. Et on sait, Dubaï, ça brasse beaucoup de choses. Et dans le commerce, les gens allaient se vêtir de cette mode orientale, avec ces grandes robes blanches pour les hommes et noires pour les femmes. Et en 97, quand la CIA a débarqué aux Comores, pour l'histoire de ce jeune homme qui a déposé les bombes, là on se dit il y a un problème. Ceux qui se faisaient passer pour des amis, le mouvement Haramain, qui est une collectivité humaniste ou ce qu'ils voulaient, association humanitaire, qui était accueillie à bras ouverts, parce que même là on voyait ce qui s'est passé avec les mercenaires quand ils sont arrivés. Le grand cadi qui a dit donnez vos filles aux mercenaires parce que c'est des envoyés du Messie pour bien les accueillir, donc ils sont mariés tous avec des filles comoriennes. Eh bien ces gens de l'association Haramain, c'est bien intégré, ils ont pris épouse locale et bien installée. Et quand la CIA a débarqué, on a commencé à se poser des questions. Et je crois qu'autour de Taki, il y avait des hommes qui étaient assez alertes et qui l'ont mis en garde de ce qui se passait autour. Ensuite, il a fallu que l'Arabie Saoudite se réveille et les Mètes acceptent, parce qu'ils ont été affichés comme un mouvement terroriste. Mais ce mouvement a pris naissance non pas en Arabie Saoudite, mais au Pakistan. Et quand on connaît la relation entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, et Haramain veut dire beaucoup de choses, parce que Haramain, c'est le nom qu'a pris le roi d'Arabie Saoudite. Avant, on disait le sultan d'Arabie Saoudite, on parlait du roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté. Et il était devenu, après les attaques la prise en otage de la Mecque par les Iraniens, je n'aime même pas dire les Iraniens parce que je sais combien cette population souffre, par les agents des mollahs plutôt, le roi d'Arabie Saoudite a changé de nom. Il est devenu Haramain. Al-Haramain, ça veut dire le gardien des lieux saints, des deux mosquées, le gardien des deux mosquées. Mais cette association n'a pas trouvé mieux que de prendre le nom de Haramain pour semer la confusion. Ils ont bénéficié de beaucoup de fonds d'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite apprend qu'ils servaient la cause de l'Arabie Saoudite. Et ces gens-là sont installés au pays, aux Comores. Et là, dans les villages, je développe un petit peu dans l'égarement, parce qu'ils sont bien infiltrés. Et aussi, il y a le jeu de la Turquie, parce que ce sont des islamistes qui ont développé des actions humanitaires. Avec l'humanitaire, ils ont ouvert des ateliers. Il y a eu des échanges, parce que puisque les jeunes ne peuvent pas venir en France à cause des visas, ben ils vont en Turquie, ils vont en Iran. Et là, oui, ben, le mouvement islamiste a pris beaucoup plus d'ampleur, surtout dans les régions les plus reculées. Et comme on disait à l'UNESCO, quand l'école ne vient pas à vous, que chacun doit faire l'effort pour que les enfants aillent à l'école, et l'école, c'est l'école qui doit aller vers les enfants. Eh ben nous, on n'a pas eu cette chance, parce que ni les enfants ne vont à l'école, ni l'école qui est dans les villages. Parfois, il faut faire des kilomètres, mais ces gens-là ont trouvé le moyen de s'installer dans les villages les plus reculés pour les endoctriner. Moi, j'ai vu des gens qui ne savent même pas lire le Coran, mais l'alphabet, mais qui sont autoproclamés des émirs, qui donnent des leçons, et voilà comment les choses ont pris au Comores. Monsieur le Président, vous indiquiez tout à l'heure que les Comores sont un petit pays, moins d'1 million d'habitants. Donc, pardon, 880 000, je parle sous le contrôle. 880 000. C'est évolutif tout ça. Allez, 900 000, lançons-nous. Pourquoi est-ce que le développement d'un risque islamiste au
aux Comores devrait intéresser l'Occident, l'Europe, les États-Unis. On pourrait se dire c'est un petit pays, à la rigueur c'est pas très grave. Pertinente comme question. Petit pays, grand pays stratégiquement. Le Comore, d'ailleurs, sa position est tellement grande et importante qu'il devient dangereux même pour le pays. C'est pour ça que petit a besoin d'une présence. Et où 800 000, 1 million d'habitants, quand on sait qu'il y a à peu près la moitié qui vit ici aussi. Il y a autant, 500 000 Comoriens en France, franco-comoriens, si je peux dire. Donc cela n'est pas négligeable, mais pourquoi les puissances devraient s'intéresser à ce petit pays, je dis bien petit pays, c'est parce que il n'y a pas de grands États et de petits États, mais parfois quand l'État est défaillant, quand l'État n'a pas saisi la dimension de ce qu'on attend de lui, on ne peut pas dire qu'un État vaut un État. Et dans ce cas-là, mieux vaut s'allier avec l'ami qui peut protéger. Et je suis de ceux qui osent dire que la France, si elle nous accueille, elle est protectrice aussi. Parce qu'on a vu tous ceux qui se réfugient ici, quel que soit. On ne va pas en Russie ni en Chine pour se réfugier. Le demande d'asile se tourne vers l'Occident. Quand on a la chance d'avoir une relation aussi ancienne, pourquoi ne pas chercher à renforcer cette ligne de dialogue pour équilibrer, pour la stabilité de ce pays? Général Lang. Je vais dans le sens de monsieur et je vous pose la question. Pour quelle raison ces islamistes s'intéressent-ils aux Comores? Les islamistes s'intéressent aux Comores d'abord parce que, vous savez, les Comores, c'est un pays musulman. Je crois que c'est le seul pays, je peux dire seul, qui soit à 100% musulman. La population est musulmane. C'est pas parce que les chrétiens ou les autres communautés ils sont bien accueillis, ils sont là. Mais les Comoriens sont à 100% musulmans. On a vu arriver à Mayotte, après 1829, les Malgaches qui ont débarqué à Mayotte, mais ils se sont comportés comme des Malgaches. Et ils n'ont jamais renié l'appartenance malgache. Les Comores, à l'époque, la capitale et le sultanat étaient à Anjou, qui était tourné autour d'une nation musulmane. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de synagogue, mais il y avait des mosquées. Et pourquoi les islamistes se sont intéressés? Ils se sont dit, ces gens-là sont musulmans, mais tellement ouvertes qu'on pourra les utiliser pour créer des tentacules. C'est ce qui s'est passé avec le Soudan, parce que le Soudan, tous les pays avaient rompu les relations, enfin les pays, ils avaient des relations difficiles avec l'Occident, le Soudan d'Al-Tourabi, et ils ne pouvaient pas continuer il fallait trouver une plateforme assez neutre pour que les gens ne regardent pas. Le Soudan formait les combattants du fils de l'Algérie, et il ne fallait pas que, quand ça passait par les Comores, il ne fallait pas que les gens le sachent, parce que ces combattants étaient... la plateforme Comore est très intéressante pour eux, non seulement parce que ça a commencé avec les embargos. C'est une période où l'Iran souffrait de l'embargo, mais aussi l'Afrique du Sud, l'apartheid. Et c'est pour ça que les mercenaires ont trouvé un terrain très propice, se servant d'un peu des islamistes, un peu pour vendre des armes, un peu pour alimenter toutes sortes de commerces illicites à travers les Comores.
Donc, ceux qui vendaient les armes ne regardaient pas trop s'ils étaient musulmans. D'autant plus que le plus grand acheteur de ces armes était aussi islamique, parce que Ben Laden était basé au Soudan à cette époque. Il construisait des ponts, il construisait des banques islamiques, et autant se servir des jeunes Comoriens, parce que les jeunes Comoriens pouvaient se présenter en jean et basket. Ça passait. Donc c'est très important, c'était très intéressant et important pour eux. Madame Général Lang avait une Oui, question. j'ai deux questions à vous poser. Vous avez évoqué la diaspora comorienne. Est-ce qu'elle a eu un rôle dans l'islamisation? Un rôle, est-ce qu'elle a été neutre? Un rôle d'accélérateur, de frein? Bref, est-ce qu'elle a joué sur l'islamisation des Comores? Et deuxième question que je vais poser tout de suite, au nom de la tache d'huile que vous connaissez bien, l'islamisation qui est aujourd'hui aux Comores, va-t-elle également s'exporter à Mayotte, par exemple? Ça, c'est une question intéressante. La diaspora, le rôle de la diaspora, je pense que c'est... je ne peux pas dire qu'elle soit islamique. La diaspora, elle est tournée plutôt vers... d'ailleurs, on le déplore assez fort, parce que si elle travaille, elle n'a pas fait l'effort d'éduquer ses enfants. Et on reste dans une économie parallèle, et c'est là plutôt qu'il faut chercher cette diaspora, malheureusement. La force de l'islamisme ne viendra pas des Comores vers la diaspora ici. C'est le contraire qui se passe. Parce que le grand banditisme qu'il y a à Marseille et dans les quartiers défavorisés, il y a souvent, malheureusement, un petit Comorien quelque part parmi eux. Mais je salue aussi cette diaspora de plusieurs générations qui a fait l'effort d'éduquer ses enfants aussi, et dont on ne parle pas. Ces enfants-là sont un peu comme les miennes, un peu qui ont évolué, qui essaient de ne pas se faire voir, de rentrer dans un cadre très français. Et donc ce risque islamique, ça ne viendra pas des Comores, vers la diaspora. Ça viendra peut-être d'ailleurs, comme tous les habitants de France et de Navarre, mais ça ne viendra pas des Comores. Mais le contraire, l'inverse. Le banditisme, oui, ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Parce que la France a les moyens de limiter, de les arrêter, de les corriger, de les condamner. Nous, on n'a pas les moyens. Ils arrivent, ils débarquent aux Comores. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé une photo d'une autorité devant, enfin une autorité pas politique, hein, devant une banque aux Comores, avec une voiture couverte d'une grande maison de production française. Elle me dit, mais est-ce que tu crois que c'est une voiture, la personne est arrivée ici, je dis, voiture volée. Mais parfois il y a des choses qui font très mal, parce que je pense que les passerelles sont parfois fluides, ils devaient l'être, malheureusement, et c'est toujours plus visible dans les petits pays où il n'y a pas d'autorité suffisante, parce que quand l'autorité s'exprime, ça devient autoritaire, et ça devient, nous savons que la relation entre l'État, le dirigeant et la population n'est pas toujours facile, étant donné les limites économiques de nos pays. Mais l'islamisme vers Mayotte, je crois que ça c'est la France qui contrôle Mayotte. La sécurité est là. La fluidité des populations, parce que souvent j'ai entendu le président Azali dire que quand les Comoriens vont à Mayotte, c'est pas pour aller se soigner, mais c'est pour aller célébrer des mariages. Mon œil, j'aimerais bien que ça soit ça, parce que moi-même j'ai des frères et des sœurs à Mayotte, hein. J'ai ma famille aussi là-bas. Et c'est vrai qu'on se rend souvent en visite, mais les familles islamisées resteront des familles islamisées, les familles qui ne le sont pas resteront musulmans. Mais la crainte islamiste, je crois que la France devait plutôt regarder
sur la côte pour protéger toute la zone, parce qu'elle nous vient des attaques qu'on a vues, le Mozambique, les Chebabs, oui absolument, le Soudan, le Somalie, et même à Madagascar, hein. Il y a Madagascar, ça s'installe sur la côte. Donc nous sommes tout petits pour pouvoir contaminer. D'accord. Permettez-moi, Madame l'ambassadrice, de rajouter l'allusion au Chebab, un vrai sujet aussi. Julien Darmian, de contamination, mais aussi des mafias, parce que tout ça, c'est Bien sûr. l'islamisme en soi, il y a le trafic d'armes, le trafic de drogue, l'immigration des Grands Lacs qui transitent partie dans le canal du Mozambique et qui, évidemment, trouvent toujours les maillons faibles ou les points faibles de cette insécurité. Et pour répondre à cette question, monsieur, là, je pense qu'il y a aussi un enjeu de paix, de sécurité globale. On ne peut pas raisonner, parce qu'on est 1 million d'habitants, finalement, vous restez tranquille dans votre coin. Il y a toute la zone qui, aujourd'hui, est quand même sous tension, à travers, pas seulement la partie de la radicalisation et de l'islamisme, mais aussi de ce que vous avez très très bien expliqué, c'est cette pieuvre qui, les madrassas, les hôpitaux, etc., et qui finalement détruit les esprits. Et ça, c'est... J'étais en présentation de mes livres il y a quelque temps, et j'étais associée à un jeune photographe qui expose actuellement, je crois, à Nantes, qui s'appelle Franck Brun. Il a fait un livre qui est primé, qui est aujourd'hui, je pense, en exposition à Nantes, mais il avait fait une photo qui m'avait frappée. C'est un pantalon treillis. Alors je lui demandais, mais pourquoi vous avez photographié ce pantalon sur les rivages de Mayotte? Il m'a dit, parce que ce pantalon a la forme humaine. Et gonflé de l'eau, il a pris la forme humaine. Mais lui, il a vu ça. Mais moi, j'ai vu autre chose. Ce treillis, c'est pas le treillis comorien. C'est le treillis des Grands Lacs. Et j'ai pas osé lui dire. Il m'a répondu, on s'est arrêté là. Mais moi, c'est ce treillis qui m'a dérangé. Je me suis dit, mais comment il est arrivé sur les rivages de Mayotte, alors qu'on parle des clandestins comoriens, alors que c'est plutôt des clandestins qui rapportent la violence. Tout ce qu'on voit à Mayotte aujourd'hui, c'est la violence des Grands Lacs, c'est la violence du continental, et non pas. Nous, à Moroni, on circule encore, Dieu merci. Hein, on circule encore. Il n'y a pas cette violence qu'on entend à Mayotte. Oui, monsieur. Oui, Monsieur le Président. Madame, j'ai une petite question. Quand on parle de l'islamisme dans notre parage, dans notre région, est-ce que vous pouvez nous préciser exactement quels sont les mouvements islamistes qui présentent des risques dans cet archipel et des Comores? Vous avez parlé des Iraniens, des Turcs. Quel est le rôle de ces mouvements? Il vient d'où? Est-ce que les frères musulmans, des chiites, on sait que M. Sambi avait des relations très très particulières avec l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces mouvements islamistes qui nous menacent? Parce que les frères musulmans, par exemple, ils sont partout dans le monde. Et la Turquie, les pays arabes, et le Soudan, aujourd'hui, la Libye, la Somalie. Je crois que la plus grande confusion a été faite avec l'avènement, le mélange des genres entre l'Iran, la Turquie, mais aussi Kadhafi.
chacun cherchant à régler ses comptes, et l'ensemble a constitué une boule, quelque chose d'assez malléable, et qui a constitué cette bombe qui nous éclate et qui sème la confusion. Parce que quand j'entends mon peuple, les Comoriens, qui disent ils défendent le Gaza, je dis oui, défendez Gaza, défendez la Palestine, mais pas pour ce qui s'est passé. Pas j'ai oublié le nom, le Hamas. Le Hamas, ce qu'il fait, n'a rien d'islamique, c'est de la politique. Et comme me disait l'autre jour une personnalité que eschatologique. Ces gens-là ne pensent qu'à la mort. Et c'est dans cette vision qui se raconte l'opposition entre l'animosité contre les Arabes, contre les Juifs, se retrouve chez une communauté, parce que, comme je l'explique, dans le temps, la Palestine était une terre d'accueil de toutes les communautés. Et les gens vivaient presque en communion. C'était la famille juive fêtait l'Aïd, la fête hébraïque, les musulmans fêtaient ensemble. Mais est arrivé quelque chose quand à Noël c'était la fête pour tout le monde. Mais est arrivé un moment où les haines des uns et des autres, comment dirais-je, a été formé pour identifier, pour créer la confusion. Et là, on arrive à monter les Comoriens, parce que la question me revient aux Comores, mais c'est aussi, je vois aussi dans d'autres pays, qui attaquent ceux qui ne sont pas des islamistes. Et les islamistes, moi j'ai peur de ces gens-là. Ils ne défendent que la mort. Parce qu'au bout du compte, le paradis leur est offert quand on meurt. Hier, je regardais un reportage, très tard le soir, je me disais, c'était sur le Hezbollah, le parti de Dieu. Vous vous rendez compte? Parti de Dieu qui se finance par la drogue. Et en fin de compte, un père dit, moi j'ai eu des filles, j'ai prié Dieu pour me donner un garçon, pour le rendre martyr. J'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas parler de Dieu dans ces choses-là. Mais c'est ça, la confusion est partout dans nos esprits, parce qu'on ne différencie pas les choses. Le musulman est devenu, il est islamiste. Moi je me souviens quand j'étais au Chéam, j'assistais, c'était durant la guerre du Golfe, et puis j'étais à une réunion, on discutait, et puis j'exprimais mes positions. Oh pardon, je ne savais pas que c'était pas au Chéam, c'était en dehors du Chéam, mais je parlais de ce qu'on avait vécu par rapport à la guerre du Golfe. Et on me dit, pardon, mais je ne savais pas que vous étiez musulmane. Je dis, mais c'est pas écrit là que je suis musulmane, c'est là. Et puis bon, et par hasard, on était juste devant une église, alors j'ai dit, allons demander Dieu de me pardonner. Mais c'est effrayant, c'est dans toutes ces confusions qu'aujourd'hui on ne se retrouve plus. Je vais terminer, s'il vous plaît, j'ai pas une dernière question. Quelle est, d'après vous, la politique de notre premier partenaire, la France, pour essayer de contrôler cette menace qui est présente dans cette partie de l'Afrique orientale, aujourd'hui au Mozambique, les Comores, je sais de mon côté que les frères musulmans sont présents. Quelle est la capacité de nos petits pays fragiles de s'opposer à ces fléaux? Précisément, quelle est la position de la France au aujourd'hui pour essayer
de stopper ces fléaux, de nous contaminer, parce qu'il y aura des conséquences. Vous avez posé la question sur les Comores et Mayotte. Bon, c'est le même environnement. Mais si le Comore demain tombe dans les mains des islamistes, je pense que la France sera obligée de trouver une solution pour Mayotte, parce qu'ils vont certainement provoquer des problèmes énormes. Hein? Et la présence française dans cette partie du monde, il est souhaitable, il convient, il est important. Merci. Je crois que la France a beaucoup à faire. Elle a beaucoup à faire. Mitterrand, du temps de Mitterrand, on nous disait qu'il n'a plus vocation à être le gendarme du monde, mais je crois qu'il n'a pas le choix. Mais dans nos petits pays, nous sommes tellement infiltrés que surtout qu'on fait la confusion entre les islamistes et les musulmans. Il n'est pas acceptable pour certains qu'on ne soit pas islamiste. Et c'est là qu'il faut que l'État s'arme de compétences pour pouvoir définir ce qui est islamiste, si l'État veut être islamiste ou il veut être un État autant laïque, parce que là, ça permettrait à tout le monde de se retrouver. Mais cette laïcité, il faut avoir des fortes convictions. On a vu que la France, elle est catholique, mais c'est la République qui est laïque. Donc il faudrait que les Comores aussi puissent s'en inspirer pour que ne pas se laisser embrigader dans cet islamisme quand on sait qu'il y a des éléments. Ici, il y avait des éléments. Moi, j'étais... j'ai oublié. Il y a le philosophe centenaire, sociologue... Edgar Morin, qui dialoguait avec Tariq Ramadan. Et là, moi, je me suis dit, mais où allons-nous? Où allons-nous? L'humanisme a des limites. Quand j'ai vu Tariq Ramadan, ce qu'il fait, ce qu'il est, mais je sais qu'il a des petits en Comores. Et parmi les petits, il y a un homme qui a une position stratégique au pays, et parmi ceux qui entourent le président, et oui, il y a des risques, les risques sont là, parce que là on se dit, ceux qui gouvernent n'ont pas la dimension de faire la différence, et quand on sait que ces idéologies, on dise, regardez ce que je suis, et non pas ce que je pense, alors que... Et on sait que parfois la pensée peut aller très loin. Et cette pensée-là, convertie, est en train de s'étaler et de faire des petits. Parce que les petits, on leur apprend qu'il faut faire ceci et non pas cela pour être un bon candidat pour le paradis. Comment voyez-vous l'évolution de la jeunesse, et notamment des jeunes femmes comoriennes? La jeune femme comorienne. Je crois que l'avenir appartient s'ouvre par l'éducation. Si on les prive d'éducation, finalement, elles reviendront là où ils étaient. D'ailleurs, nous, on a une expression qui dit, quand on n'a plus rien à dire, il faut s'asseoir. Donc ces femmes sont assises trop longtemps. Et on va les élever par l'éducation. Et prendre la parole. On en voit des femmes qui s'élèvent. On a eu, peut-être de moins en moins ouvertement, mais dans la vie associative, elles s'expriment beaucoup. Et, mais c'est vrai qu'on a des femmes médecins, on a des femmes ingénieurs, on a même dans le gouvernement, il y a des femmes et des responsabilités. Mais oui,
Mais leur voix, on n'entend pas beaucoup. Elle ne résonne pas. Parce qu'il y a cette culture de la soumission. Parce que la femme est, moi je me souviens quand j'étais nommée ambassadeur, je ne pouvais pas être ambassadeur parce que je l'ai mérité. Mais on est toujours, parce qu'on est fille d'eux, femme d'eux, sœur d'eux. Et tant que cette mentalité n'aura pas changé, et puis moi, voire mère d'eux, et ça sera difficile. La femme française est libérée d'elle-même, et pour s'affirmer. Pour s'affirmer, je vois mon neveu qui fait ça, donc je lui dis non, c'est pas... Elle s'est élevée, la femme française, donc quelle que soit la personne qui veut prendre ses libertés, c'est d'abord s'élever et prendre la parole. Donc l'avenir est là. Allez-y, après. Est-ce que je pourrais dire un mot nous pourrions dire un mot sur le développement économique et social? Est-ce que vous pourriez dire, à votre avis, ce qu'il pourrait être principalement pour l'avenir proche des Comores, et à votre avis, quels sont les pays qui vous paraissent prêts ou mieux placés pour aider? Alors, c'est une question que j'évite régulièrement en disant je ne suis pas économiste, mais bon, c'est vrai que longtemps les Comores est resté dans une économie de rente. Et cette économie est aujourd'hui de moins en moins parce que les produits de synthèse prennent de plus en plus le dessus, et surtout que ceux qui les produisaient, qui les cultivaient, je vais dire, de la terre, on préfère tenir le balai à Paris ou à Marseille que de travailler la terre parce qu'il n'y a pas d'avenir pour ses enfants. Et oui, l'économie, on parle de tourisme, mais le tourisme, il faut d'abord une certaine sécurité, il faut de la stabilité, il faut de la production. On a eu la chance à une période d'accueillir des grands investisseurs, mais le tout, comme disait un jour un professeur, un directeur de l'ENA, rentrer dans une grande école, c'est bien, mais savoir bien en sortir, c'est encore mieux. Et je pense que quand ces grands investisseurs s'intéressent aux Comores, c'est bien, mais il faut savoir les retenir. Parce que sans eau, sans électricité, sans sécurité, comment faire pour développer ce pays? Les voisins sont là, mais oui, les voisins, Madagascar, longtemps nous avons marché ensemble, mais des frictions parce que incompréhension, nous sommes peut-être trop proches, qu'il y a des atomes qui font que des complexes naissent, parce qu'il y avait des Comoriens là-bas, et on a eu le problème de 76. Et là, oui, le massacre de 76, que le monde avait carrément appelé de pogrom. Mais depuis, il y a eu d'autres relations. Est-ce qu'on s'est rapproché des pays des voisins au sein de l'océan Indien, l'organisation de l'océan Indien, qui a ambition de fédérer toutes ces économies touristiques et autres, mais il faut être à la hauteur pour pouvoir apporter une contribution. Le tourisme, on regarde toujours vers les Seychelles et Maurice. La Réunion, c'est la France. Madagascar, c'est le grand voisin. Les Comores, c'est le voisin pauvre. Donc, qu'est-ce que ces pays peuvent apporter? Certainement beaucoup. Mais qu'est-ce que peuvent faire les Comores? Bien les accueillir d'abord. Et on peut espérer une coopération avec les pays arabes aussi. Ils sont venus. Mais souvent dans la confusion, parce que ceux qui arrivent avec des projets pas toujours très nets. On a eu l'histoire de la citoyenneté économique, avec les débordements qui ont suivi, parce qu'on a su que ces pays-là, non seulement ils achetaient la citoyenneté économique pour leurs citoyens, enfin, pour leurs apatrides,
et pour ne pas être attaqué à l'ONU de ce... Mais on a vu aussi que c'était des gens qui achetaient pour ces voyous qui sillonnent le monde, qui circulent avec des papiers comoriens, à tel point que moi, si je montre ma carte comorienne, je deviens suspect. Donc, est-ce que l'économie peut aller dans le sens d'un pays qui produit ce genre de papier? Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup à faire. Je crois que la France, on peut demander de faire non pas des colloques pour donner des fonds, mais des colloques pour chercher des solutions. Si je peux vous poser une petite question. Oui. Tout au long de vos 2 fois 600 pages, vous évoquez votre fil conducteur. Il y a eu et il y a 2 grands périls, la prédation des mercenaires et après l'entrisme des, j'ouvre les grands guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais bon, des islamistes. Apparemment, vous n'arrivez pas aux Comores à vous en sortir tout seul de manière à pouvoir être maître de votre destin. Il me semble, comme dans d'autres pays africains, vous comptez beaucoup sur la France. J'ai pas mal étudié l'époque de la décolonisation jusqu'à aujourd'hui, et je ne parle pas au nom des autorités, loin de là, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on voit que la France perd un peu en influence, et je pense qu'elle ne sera pas toujours présente. Parce que je fais toujours une comparaison avec les Britanniques, qui, depuis le fameux discours de Harold Macmillan au vent du Cap, et après il y a eu Wilson, les vents du changement, ils se sont désengagés, ils ont laissé tomber complètement les Émirats, donc ils se sont débrouillés, ils avaient une solution de rechange avec les États-Unis. Aujourd'hui, je pense qu'il y aurait plusieurs solutions de rechange, mais je ne pense pas que les Comores y gagneraient quoi que ce soit. Je serais assez prudent si j'étais comorien de compter sur une aide de la France dans la durée, parce que nous n'avons plus les moyens. Le peuple français devient comme le peuple américain, America first, la France en premier. On va là où il y a les bulletins de vote, les potentialités d'être élu, et donc je ne voudrais pas que nos amis africains pensent que nous sommes juste après le bon Dieu, il vient la France pour les sauver. Voilà, donc c'est simplement pour dire que s'il y avait une solution interne, il faudrait peut-être y songer maintenant avant qu'il ne soit trop tard, si je peux me permettre cette remarque. Oui. Ça, je peux... Vous avez une réponse? Non, allez-y, monsieur le Non, Président. je voulais commenter, je voulais dire que ça n'empêche pas que la question se pose de savoir avec qui on peut coopérer Bien sûr. pour avoir des échanges et pour avoir des aides. Vous avez évoqué la question de la France, on sait ce qu'on en pense. Vous avez très vite évoqué les pays arabes. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que que l'Union européenne d'une part ou les Américains d'autre part, sont prêts à faire quelque chose? Les Américains, je vais commencer par la fin, les Américains, on a vu ce qu'ils font en Afrique. Est-ce qu'il y a eu assez de recul historique? Je ne sais pas. Les relations changent avec les gouvernements. Chaque gouvernement a ses programmes. Donc, avec ce qui vient de se passer, je ne m'avancerai pas sur les Américains. D'ailleurs, il fut un temps où ils avaient une ambassade. Et ils déploraient, oui, c'est vrai, M. Icardi, quand les Américains disaient nous sommes une plus grande puissance, et quand le Comorien parle de l'ambassade, c'est jamais l'ambassade des États-Unis, c'est toujours l'ambassade de France. C'est ça le sujet. Et donc, oui, les Arabes, on a parlé des Arabes, la France, oui, il faudrait qu'un jour qu'on devienne majeur, et qu'on se prenne en main. Mais le problème est que dans cette relation ancienne, elle est devenue quelque part un peu vicieuse. Parce que tous ceux qui ont déstabilisé le pays avaient un rapport avec la France.
Et du fait que nous sommes un petit pays, souvent c'est pas forcément, quand je dis la France officielle. Il y a souvent des officines qui passent et qui déstabilisent. Et souvent, ces officines, c'était des grandes officines qui aussi coupaient l'herbe du système, comme on a vu le système Focard. Hein, je pense que prochainement, il y a un livre qui va sortir sur ces questions-là. Et les Comores a longtemps souffert de ça, parce que nous sommes petits. Et comme les dirigeants ne comprenaient pas toujours, et longtemps nous avons eu, puisque j'ai parlé de Focard, nous avons eu un homme de Focard, Ahmed Abdallah. Lui, il n'agissait pas que ceux qui lui avaient soufflé à l'oreille. Et donc, peu importe le régime qui était, que ça soit, il a pris l'indépendance sans réfléchir, en coupant les ponts, pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas ceci, pas d'école, pas... Parce qu'il fallait créer une situation confuse pour Mayotte. Et il n'a pas réfléchi sur ce qui allait se passer aux Comores. C'était du temps de Giscard d'Estaing. Mitterrand est arrivé, il lui dit, ben non, il faut arrêter, il faut vous prendre en main, construire, établir les choses. Et Ahmed Abdallah ne pensait, tout ce qu'il faisait, Focard le dit, hein, il lui faisait des comptes rendus. Et finalement, des comptes rendus, mais aussi, il lui dictait ce qu'il fallait faire. Et dans ces dictées, il avait sous les pieds ou les mains les mercenaires. Et de l'autre, eux, ils faisaient des affaires. Et ils nourrissaient les Comoriens, il y avait des affaires, puisque eux-mêmes, ils avaient des familles comoriennes, ils nourrissaient ces familles. Mais est-ce que c'est le pays qui se développait? Non, pas du tout. Le pays est resté en état. Et de l'autre, oui, on comptait sur la France, parce que l'armée qui était à Mayotte guettait sur la sécurité. Parce que l'importance, c'est pas le petit peuple comorien qui est ces petits rochers dans l'océan Indien, c'est surtout le passage. Et ce passage est fortement important. La France n'est pas prête à lâcher ce passage. Parce que s'il lâche le passage du canal de Mozambique, l'Iran est demandeur. L'Iran est demandeur. Et l'Iran cherche à rentrer aux Comores parce qu'il y a Diego Garcia. Il sait que comment on appelle le terme, non, pas le Chagos, les militaires Les généraux. bombardiers, les B-52. Non, les obus qui ont frappé l'Irak sont partis de Diego Garcia. Donc il s'est dit que si Diego Garcia a pu attaquer l'Irak, si la France, il faut que je sois à côté pour regarder ce qui se passe, pour m'assurer que je ne serai pas attaqué aussi. Donc l'Iran cherche à s'implanter. On sait aussi l'histoire du nucléaire. Il dit que si Saddam était équipé, il ne lui arriverait pas ce qui lui est arrivé. C'est des histoires, mais de toute façon, la France est condamnée à protéger le passage. Avant, c'était la route du pétrole. Aujourd'hui, la France a un établissement extraordinaire à Mayotte. Et souvent on me dit non, c'est pas la petite base de DGSE. Non, c'est pas une petite base. C'est une base très importante qui a tout le mérite d'être là, parce que c'est nous tous qui sommes protégés. Et la France a cette base-là. Mitterrand avait proposé un bail de 99 ans que Abdallah a renvoyé d'un revers de la main sans comprendre ce que ça voulait dire, mais la base est là. Des amis et des anciens m'ont dit avoir visité cette structure fortement sécurisée, mais ça veut dire que c'est permanent. On ne fait pas des choses comme ça. Aujourd'hui, elle est passée non pas française, elle est européenne, parce que c'est les Allemands aussi qui surveillent. Et cette base-là, et aujourd'hui, c'est pas le pétrole, c'est l'information, la chose la plus importante. Et cela aussi, la France ne peut pas s'en passer. Une puissance ne s'en passe pas de l'information. Et l'information, c'est contrôler cette zone assez instable qui va jusqu'au Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient a besoin aussi
de se protéger. Et cette protection, nous avons vu ces bases qui fleurissent le long des petits pays du Golfe, et même de l'Arabie Saoudite, ces bases occidentales de protection. Et il y a un relais dans l'océan Indien, et ce relais est française avant d'être européenne. Et cela justifie. Et souvent, la France n'a pas les moyens de le faire, mais ce sont ceux qui achètent l'information qui payent aussi, parce que rien n'est gratuit dans ce monde. Combien y a-t-il d'ambassades actuellement? Quels pays sont encore représentés par un ambassadeur aux Comores actuellement? Qui sont représentés aux Comores? Oui. Alors là, vous me posez une colle, parce que je me suis plongée depuis 2 ans, 3 ans, j'ai la tête dans mes livres, que ces choses-là me passent. Mais je pense que tous les pays arabes, l'Arabie Saoudite y est, est-ce que l'Iran y est? Non. Non, il n'a pas de... Il a une représentation. Non. Non, il n'y a pas de représentation. Bon, voilà. L'Union européenne, en général, c'est la France qui représente les intérêts de l'Union française. Les Américains y sont. Ah non, vous voulez dire qu'ils y sont plus. Oui, vous avez dit qu'ils n'étaient pas. Si, ils sont revenus. Ils sont revenus. C'était une époque, ils étaient partis, ils sont Le revenus. Iran et la Tanzanie. Oui, les voisins, oui. Est-ce que vous ne comptez pas sur l'Afrique du Sud pour, comme elle est plus proche, et vous avez des connaissances communes, est-ce que vous ne devriez pas plus vous appuyer en seconde main sur l'Afrique du Sud au cas où la France aurait une vacance du pouvoir ou vous serez moins impliqué? Je crois qu'il y a des pays voisins qui sont beaucoup plus proches des Comores, je pense, une coopération renforcée avec le Kenya, par exemple, ou la Tanzanie, parce que la Tanzanie sont des grands pays, mais il y a une histoire qui est un peu assez compliquée, la Tanzanie s'approche de nous quand il veut nous manger un petit peu pour nous manipuler. Ils sont petits, donc on peut faire une petite sauce avec les Comores. Mais le Kenya, c'est un pays qui a des principes économiques libéraux, donc pourrait aider. L'Afrique du Sud, comme beaucoup de pays, avait fondé beaucoup d'espoir avec la libération de Mandela. Et d'ailleurs, tout le long de mes 2 livres, j'explique la confusion qui est née de ceux qui sont apparus, c'est une puissance régionale, mais avec beaucoup de lacunes, pardonnez-moi de le relever. Comme dans les BRICS, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Je reviens toujours à l'exemple, quand Yasser Arafat a dit que l'affaire et que les luttes sont caduques, et que Mandela est revenu dire Gaza, Hamas, en se basant sur le Hamas. L'Afrique du Sud est complètement sous la botte de l'Iran. Absolument. Alors, nous rapprocher de l'Afrique du Sud, c'est nous mettre dans la botte de l'Iran. L'Afrique du Sud ne raisonne plus comme il devrait le faire. L'Afrique du Sud se veut être le défenseur des grandes causes islamistes au détriment des islamiques. Et là, ça devient très grave, parce que on sait que l'Iran a 2 ennemis, c'est Israël et l'Arabie Saoudite. Et nous, on a des relations avec l'Arabie Saoudite. Israël, on n'a pas des relations conflictuelles. Pourquoi avoir... Mais c'est vrai que le régime actuel dérange beaucoup de monde. Les sionistes dérangent. Et là, ce qui se passe, si on se rapproche de l'Afrique du Sud, les amis, ça va être compliqué. Eux-mêmes, ils ne roulent que par ce que dicte l'Iran. En ce moment, il y a un débat en Afrique du Sud, parce que comme vous le savez, ce n'est plus l'ANC qui a tous les pouvoirs, mais il y a une alliance avec tous les partis, y compris la Democratic Alliance, qui était un ancien parti blanc anti-apartheid. Et justement, il y a des grandes discussions pour savoir s'ils vont rester dans l'alliance à cause des propos du président de la République sur Gaza, sur
sur le Hamas, etc. Donc eux aussi ils sont en mutation. Et je vais compléter parce que quand en 90, avant 90, l'Afrique du Sud de l'apartheid coopérait complètement avec l'Iran. C'était l'Iran et Israël qui étaient les premiers partenaires de ces gens-là. Bien sûr, les Comores étaient intéressantes parce qu'il y avait les mercenaires qui servaient de pont entre les deux structures. Et libération de Mandela, tout ça, j'explique un petit peu dans les complots, l'évolution progressive et les luttes entre Buthelezi et Mandela, comment ils sont rapprochés. Et l'Afrique du Sud libérée, l'ennemi premier devient Israël, mais pourquoi pas l'Iran? L'Iran est redevenu l'ami perpétuel et il fusille Israël. C'est pas possible. Tous les deux, ils étaient dans le même sac. Mais c'est qu'ils... Surtout que c'était l'Iran qui fournissait le pétrole. Absolument, absolument. Le pétrole du Absolument, absolument. Avec des bateaux anonymes dans le port de Durban. l'Iran qui fournissait le pétrole. Et tout ça fait que la confusion... Un élément rassurant, l'ambassadrice, vous savez qu'à Mayotte, vous avez parlé des forces de souveraineté, le détachement des légions étrangères est devenu un régiment et va monter en puissance à hauteur de 700 avec une programmation militaire. Donc je pense que notre pays, même si nos finances sont mal en point, a quand même bien compris que la zone de responsabilité, comme Sud-Fazol et 14 pays de l'Afrique australe-orientale notamment, est un enjeu géopolitique majeur en Indo-Pacifique et particulièrement sur cette entrée du canal Mozambique. Très important. Je pense qu'il faut le dire aujourd'hui. Ça sera dans le troisième volet. Je l'expose parce que nous n'oublions jamais que quand Mitterrand a fait partir Bob Denard en 89, le pays a été complètement acquis, parce que tous les politiques, après l'assassinat d'Ahmed Abdallah, aucun politique ne s'était opposé de prendre le pouvoir des mains de Denard. Denard était parti pour rester définitivement aux Comores. Tous ont marché. Mitterrand l'a fait partir. Il est parti en Afrique du Sud. Il y a le Congo, il y a les pays du Grand Lac, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne me concernent pas. Mais Denard est revenu quand même en 95. Et en 95, quand Chirac l'a fait partir, c'est aussi parce qu'il y avait la base. Il y a un très beau livre écrit par le Boissadant, l'ancien préfet de Mayotte, qui a écrit le livre « Quoi faire de Mayotte ?» ou « Mayotte, pourquoi faire ?» quelque chose comme ça. Mais il explique comment ce pays, cette île est stratégique et comment ces mouvements et comment ils ont organisé le départ de Denard des Comores. Et là, on dit chapeau, parce que les Comoriens disent Mayotte, 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 et Mayotte protège. La position de Mayotte devient protectrice contre les mercenaires et contre les autres nations. Madame. Bon, nous savons tous que la Chine est très présente sur le continent africain. Est-ce qu'elle ne s'intéresse pas à cette île stratégique, telle que vous la décrivez? La Chine est la première puissance qui a reconnu les Comores, l'État naissant, le 6 juillet 1975. On déclare l'indépendance unilatérale des Comores. On va se faire enregistrer aux Nations Unies. Les quelques minutes qui ont suivi, la Chine a reconnu l'État des Comores. Et la Chine était la premier État à ouvrir son ambassade aux Comores. Période révolutionnaire, on n'avait plus d'eau, plus d'électricité, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus rien. La Chine était là, il avait ses centres culturels où il animait un peu la population, on allait regarder des petits théâtres et de la gymnastique chinoise pour divertir le peuple. Et depuis, ils sont là, ils aident, ils ont construit
le palais du peuple. Il y a un hôpital là qui est en construction. Enfin, ils ont ouvert des entreprises. Enfin, ils sont là, ils travaillent. Mais c'est pas politiquement, on n'entend pas parler d'eux. La Chine s'intéresse à l'économie du pays. Qu'est-ce qu'il peut tirer? Sa position stratégique, certes, mais je crois que les grands chantiers du Kenya ou du continent les intéressent beaucoup plus. On est certes sur la route de la soie pour ne pas rompre cette chaîne perle, et surtout que le pays est stratégique. Bon, ils sont là, ils s'intéressent, et je ne pense pas qu'ils sont prêts à partir. Ils ont surmonté tous les régimes et ils sont toujours à leur place. Bien. Je crois que... Oui, vous voulez... C'est à vous. Je crois que nous avons fait un tour passionnant. Merci à vous, merci à l'assistance qui a enrichi ce dialogue par des questions et des commentaires. Merci Madame l'ambassadeur. La séance est levée.